Bonjour, quelques personnes se connectent encore, mais on va pouvoir commencer. Merci d'être avec nous aujourd'hui à cette dernière conférence de notre cycle annuel de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Mon nom est Martin Blais, j'en suis titulaire et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marianne Blidon pour cette conférence. Marianne est sociologue, spécialiste des questions de genre et de sexualité. Elle a contribué à légitimer, oui, ce champ de recherche en France, notamment en créant avec un collectif de chercheurs la revue Genre, Sexualité et Société. Elle est maître de conférences à l'Institut de démographie de l'Université Paris 1. Elle a organisé plus d'une trentaine de manifestations scientifiques nationales et internationales et compte plus d'une centaine de publications. Pionnière du milieu, Marianne est également membre du bureau de la Commission Genre et Géographie de l'Unité géographique internationale. Alors aujourd'hui, Marianne nous parlera de la fuite vers la ville comme condition d'émancipation des gays et lesbiennes, retour sur une enquête en ligne réalisée il y a quelques années. Donc Marianne, je te laisse la parole sans plus tarder et je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'entendre. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Martin pour cette invitation. C'est un grand plaisir de, d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup à Jessica d'avoir organisé tout le travail un peu de coordination et de communication et aussi à Isabelle Côté et à Léa Toin. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une enquête que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de géographie qui a été soutenue en, en 2007. Donc, c'est une enquête qui a été menée en 2006-2007, mais qui néanmoins me semble intéressante par son actualité, par sa pertinence méthodologique et par les enseignements plus larges que l'on peut en tirer. Donc là, je vais essayer dans une perspective un peu réflexive, de vous représenter le cadre de cette enquête et en particulier voir quel était son intérêt, puisque effectivement, au moment où j'ai fait l'enquête, les choses étaient en construction et j'ai aujourd'hui plus de recul sur ce que j'ai pu, enfin, sur quels enseignements je peux en tirer. Alors, la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est finalement comment cette question de l'émancipation par la ville est arrivée dans ma recherche de thèse. Donc, quand j'ai travaillé en thèse, il y avait un ouvrage qui faisait référence d'un point de vue théorique. C'était l'ouvrage de Didier Ribon, Réflexions sur la question gay, ouvrage qui a été publié en 1999 et qui comporte un chapitre qui s'appelle La fuite vers la ville. J'y reviendrai plus en détail. Et finalement, cette idée de fuite vers la ville, elle s'illustre aussi par des trajectoires, notamment des trajectoires de transfuge de classe, dont Édouard Louis, à travers le récit En finir avec Eddie Balgueul, est d'une certaine manière emblématique. À l'époque, on retrouvait dans la littérature des choses qui relevaient de l'évidence. Donc, par exemple, cette citation d'Henning Beck, qui est que la ville est le monde social propre à l'homosexuel, son espace vital. Il ne sert à rien d'objecter que de nombreux homosexuels ont vécu à la campagne. Dans la mesure où ils veulent être homosexuels, la majorité d'entre eux doit aller vers la ville. Chez Didier Ribon, on retrouve la même idée. La ville a toujours été le refuge des homosexuels. Aujourd'hui encore, la migration des gays et des lesbiennes vers les grandes villes ou les capitales est permanente. Donc, quand je commence ma thèse, il y a cette idée qui relève de l'évidence, et je vais travailler un peu sur cette idée d'évidence que finalement, quand on veut vivre ouvertement, de manière visible, euh, son homosexualité, il faut aller en ville. Donc, être gay, être lesbienne, ça n'est possible que dans la ville et ça implique une migration. Donc ça, c'était le point de départ et l'évidence avec laquelle je voulais travailler. Je me suis alors intéressée à finalement qu'est-ce qui fondait cette idée d'émancipation. Eh bien, c'était finalement quatre sources principales. La première, c'était vraiment la revue de littérature en sciences sociales qui reprenait cette idée-là. Donc, je vous ai montré deux exemples auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette idée-là, elle s'ancre dans la littérature de manière ancienne,
puisque c'est une idée qui est déjà développée en sexologie dans l'étude de Manu Hirschfeld, les homosexuels de Berlin. Il fait ce constat que à Berlin, un certain nombre d'hommes viennent de la campagne, viennent de petites villes pour justement pouvoir s'affirmer et vivre une vie dénouée des contraintes des milieux d'interconnaissance, des espaces qui sont des espaces plus réduits vers Berlin. Et c'est cette idée-là qui va être notamment reprise par Didier Eribon dans Réflexion sur la question gay. On retrouve cette idée-là dans d'autres champs de la littérature de manière plus récente, notamment en géographie, où c'est une idée qui est très présente dans la littérature. Donc John Binney, par exemple, affirme que, en ce qui concerne les lesbiennes et les gays, les migrations à l'intérieur des frontières nationales ont lieu essentiellement du rural vers l'urbain et de la province vers la métropole. La deuxième source qu'on va trouver pour étayer cette idée, c'est les enquêtes en population générale ou des enquêtes plus spécifiques qui portent sur des gays et des lesbiennes. C'est le cas, par exemple, en France, donc des enquêtes en population générale sur la sexualité. Donc, l'enquête ACSF et l'enquête CSF, qui datent de 1992 et de 2006, ou dans les enquêtes presse gay. Donc, c'est dans ces enquêtes-là, on constate au niveau des chiffres que la majorité des lieux de résidence qui sont renseignés dans ces enquêtes sont principalement des métropoles, donc Paris, ou des grandes villes. Et donc, il y a un déséquilibre dans le nombre de répondants aux enquêtes qui laisse à penser que effectivement, il y aurait un tropisme vers la ville, et en particulier vers les grandes villes, qui serait d'une certaine manière le propre justement des contraintes sociales qui ferait que l'émancipation passerait par la ville, et en particulier qu'il y aurait des mouvements migratoires vers les grandes villes. On retrouve aussi cette idée-là dans des enquêtes qualitatives à travers un certain nombre de témoignages et d'expériences. J'ai parlé récemment d'Eddie Bellegueule, mais on trouve comme ça dans la littérature, dans le cinéma, un certain nombre de récits qui vont justement dans ce sens. Donc on a des entretiens, des récits, des témoignages qui attestent cette idée que finalement l'air de la ville rend libre et que c'est dans les grandes villes que l'on peut s'émanciper ou en tout cas vivre plus librement sa sexualité. On retrouve aussi dans les fondements de cette évidence quelque chose qui serait un recours à la logique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, il y a un glissement dans l'argumentation et qui s'appuie majoritairement sur un argument qui est emprunté à l'écologie urbaine, héritée de l'école de Chicago. Et ça me semble être un élément intéressant pour justement montrer comment cette idée-là va être attestée scientifiquement. Donc, on va induire des propriétés sociales, de propriétés urbaines. Donc, on a un espèce de glissement entre ce qui est la morphologie spatiale de la ville vers quelque chose qui serait sa morphologie sociale. Donc, on déduit des propriétés de la ville, à savoir sa densité et la diversité de population qu'elle concentre, d'autres propriétés qui sont l'anonymat, les aménités spécifiques urbaines, donc le fait d'avoir une diversité commerciale et la tolérance des habitants. Et donc, à partir de là, on va en déduire que c'est si justement on veut vivre plus librement sa sexualité et son identité, c'est vers la grande ville qu'il faut aller. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement ce glissement rhétorique, argumentatif, et qui en fait est relativement décontextualisé, puisque la ville dont il est question, finalement, elle est indifférenciée, interchangeable. On présuppose des qualités qui finalement seraient essentialisées. Et finalement, cette déduction logique, elle crée une relation presque existentielle qui ferait que
la tolérance et l'émancipation, ça passe par la ville. À partir du moment où j'ai travaillé sur ces corpus-là, il m'a semblé qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient dans ce corpus-là et dans ce registre argumentatif. Le premier problème qui m'est apparu, c'est ce que je disais, d'une certaine manière, on a une évidence qui est non contextualisée, je m'excuse pour les coquilles, qui n'est pas contextualisée spatialement. Et en particulier, ce qui est assez intéressant dans les enquêtes qui servent de référence, donc les enquêtes en population générale sur la sexualité et les enquêtes presse gay, c'est que finalement, on a un recueil de l'information qui n'est jamais localisé, mais qui procède par taille de commune. Donc en fait, les personnes qui vont répondre vont renseigner leur lieu de résidence en fonction de la taille de leur commune. Donc, commune ou ville de moins de 20 000 habitants, ville de 20 à 100 000 habitants, ville de 100 000 à 500 000 habitants, ville de 500 000 à 1 million d'habitants, et ensuite on aura Paris, Paris et la banlieue parisienne. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que finalement, entre une ville comme Marseille ou comme Lyon, on a des contextes qui sont des contextes sociaux, politiques, extrêmement hétérogènes, mais qu'on ne peut pas appréhender. Et par ailleurs, finalement, entre une commune rurale et une petite ville, c'est relativement indifférencié, puisqu'effectivement, en dessous de 20 000 habitants, on ne sait pas très bien à quoi correspond le lieu de résidence. Par ailleurs, en fait, dans ces enquêtes-là, on n'a qu'une seule donnée spatiale qui est la taille de la commune au moment où les personnes répondent à l'enquête, donc leur lieu de résidence. Finalement, on ne sait pas où ces personnes sont nées, où elles ont grandi, quelle est leur trajectoire. On ne connaît que leur lieu de résidence. Et c'est assez intéressant de voir que dans la littérature, il va y avoir une inférence entre ce lieu de résidence avec cette idée que les personnes seraient venues dans la grande ville alors même qu'on ne sait pas où elles sont nées, qu'on ne sait pas si finalement elles sont nées à Paris et qu'elles habitent toujours à Paris, ou alors si elles ont grandi à la campagne ou en province. La deuxième chose qui m'a semblé marquante et qui intéresse plus largement la critique en études de genre et des sexualités, c'est qu'on procède d'une certaine manière à une forme d'essentialisation des catégories, mais non pas des catégories de genre ou de sexualité, mais des catégories spatiales. D'une certaine manière, on a en permanence des diades et une dichotomie entre Paris et la province, entre le rural et l'urbain, entre la ville-centre et la banlieue. Et on a vu par la suite comment on avait des discours très stigmatisants autour justement de ces catégories spatiales, notamment en présentant les espaces ruraux ou les espaces de banlieue comme des espaces qui seraient par nature homophobes et où justement il y aurait une spécificité de l'homophobie dans ces espaces-là, sans voir justement les dimensions politiques ou les dimensions sociales qui montrent que les formes d'expression, justement, des LGBTQI+ phobies, eh bien, peuvent avoir des variations d'expression, mais que pour autant, on a des formes de rejet et de discrimination importantes. L'autre point qui m'a semblé important, c'est que finalement, cette évidence, elle est reprise de Magnus Hirschfeld, donc au début du XXe siècle, sans voir que finalement, le contexte urbain de Berlin au début du XXe siècle et le contexte urbain à la fin du XXe siècle n'est pas le même, en particulier parce qu'il y a quelque chose qui opère pendant cette période-là, qui est la transition urbaine. Et donc, là où effectivement Magnus Hirschfeld fait le constat à Berlin que c'est plutôt des populations rurales qui viennent s'installer à Berlin, on peut difficilement présupposer la même chose à la fin du XXe siècle, puisque en France, les trois quarts des populations sont des populations urbaines. Et donc, a priori, les gays et les lesbiennes qui ont quitté leur commune de naissance pour s'installer à Paris, il y a peu de chances qu'ils viennent justement d'une commune rurale, il y a plus de chances qu'ils viennent d'une petite ville, d'une ville moyenne ou d'une métropole. Le quatrième point, c'est que finalement, cette évidence, elle ne prend pas en compte, ou en tout cas peu en compte, les trajectoires des individus et en particulier les trajectoires dans le temps.
on a une vision, une espèce de photographie figée de la situation des personnes où finalement, il y a deux moments qui vont être regardés dans la littérature. C'est le moment de la décohabitation de la famille, avec cette idée que dans certains contextes, les familles seraient particulièrement homophobes et que donc le fait de partir, de s'arracher justement à ce contexte homophobe, ce serait justement la condition de l'émancipation, qu'il y aurait une rupture familiale qui serait à l'œuvre. Et la deuxième chose, ce serait de regarder effectivement le lieu de résidence aujourd'hui et maintenant comme si ce lieu était de toute éternité. Or, justement, ce que les études montrent, notamment sur celles qui ont porté sur le refuge en France, c'est que finalement, les ruptures ne sont pas toujours radicales. Des personnes qui ont quitté leur famille gardent parfois des contacts avec cette famille et que c'est souvent beaucoup plus complexe. Donc cette idée, c'était de se dire, au lieu d'avoir une espèce de photographie à intenter, c'est peut-être regarder les choses dans le temps, dans le parcours et la trajectoire de la personne, en évitant une confusion entre lieu de résidence et trajectoire, et voir que la première mobilité ne préjuge pas de la suite de la trajectoire de la personne. Donc on peut très bien quitter sa famille, venir s'installer à Paris pour y faire ses études, et puis après avoir des mobilités ailleurs, à l'étranger par exemple, mais aussi dans d'autres espaces du territoire national. L'autre point qui m'a semblé important, c'est que ça soulevait aussi des enjeux éthiques et des enjeux de réflexivité. C'est qu'en fait, ce que je trouvais dans la littérature correspondait beaucoup finalement à des positionnements qui étaient ceux des chercheurs. Et j'ai dit chercheurs au masculin parce que c'est plutôt chez des chercheurs gays qu'on trouve ce type d'évidence. En fait, la trajectoire dont ils parlent, c'est aussi leur propre trajectoire. Il y a quelque chose qui interroge en termes de réflexivité et aussi parfois en creux d'une forme de mépris vis-à-vis de ce que serait la province, de ce que serait le milieu rural, avec cette idée que quand même, il va de soi que on ne peut être gay qu'à Paris et que par ailleurs, c'est l'aura. Alors, je ne suis pas en train de dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, je constate qu'il y a quand même cette inclinaison. Et par ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en interrogeant cette question de la réflexivité, je me suis retrouvée aussi en but avec des réactions qui consistaient à dénier la qualité de leur identification des personnes qui parfois habitaient à la campagne, habitaient en banlieue ou habitaient dans le milieu rural, avec des chercheurs qui me disaient non, mais en fait, c'est pas des vrais gays. Donc en fait, ça pose une question de fond qui est légitime à dire la vérité d'une catégorie et à définir l'autre, alors même que cette personne se définit comme gay. Donc, ça me semblait poser des questions qui étaient des questions intéressantes. Et donc, ça m'a amené à réfléchir à une méthode qui était de se dire, ben, finalement, comment est-ce qu'on peut approcher empiriquement cette question-là, puisqu'effectivement, dans les données du recensement en France, on n'a aucune information. Enfin, en tout cas, à l'époque, on n'avait aucune information. Aujourd'hui, on pourrait avoir une information, mais qui est relativement limitée, puisqu'on va avoir dans le recensement la question du mariage ou du PACS, qui peut donner un indicateur, mais qui finalement ne donne un indicateur que sur les personnes qui sont en couple et pas sur la question de l'identité sexuelle ou des identités plus largement de genre. Donc je me suis dit, comment est-ce que je fais pour travailler sur ces questions? Effectivement, la question des enquêtes me semblait être un élément intéressant. Alors, en regardant de plus près les biais des enquêtes quantitatives, j'ai commencé à réfléchir aux méthodes qui pouvaient être à l'œuvre et en particulier à une difficulté qui me semblait être importante, enfin, une double difficulté. La première, c'est la question du recueil des données. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour interroger des personnes sur leur trajectoire en ayant une collecte qui n'est pas une collecte localisée. Parce qu'effectivement, ce qui avait été fait jusqu'à présent, notamment dans les enquêtes presse gay,
C'était l'idée de dire que les personnes répondaient à des questionnaires qui étaient en fait auto-administrés et ensuite les renvoyaient à un magazine. Donc ça pouvait donner l'impression on avait des enquêtes déterritorialisées. Sauf que en pratique, quand on regarde les endroits où ces magazines, où ces titres de presse sont diffusés, on s'aperçoit qu'en fait beaucoup d'entre eux ne sont pas accessibles pour des personnes qui ne vivent pas à Paris ou qui vivent en province. Par exemple, le titre illico qui contribue à hauteur de 581 questionnaires pour l'enquête presse gay de 1995, ce qui est un poids important, vous voyez, par rapport aux autres titres de presse. En fait, c'est un magazine, enfin, c'est un titre de presse gratuit qui est distribué dans les établissements gays parisiens. Alors, effectivement, dans les établissements gays parisiens, il y a aussi des provinciaux qui viennent, il y a aussi des personnes de banlieue, il y a des touristes qui viennent, donc qui peuvent y avoir accès, mais ça reste quand même marginal. Donc, en fait, quand on regarde ces titres, on s'aperçoit que finalement, on a un recueil qui est majoritairement urbain parce que l'accès à cette presse n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire et que par ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les prix, un certain nombre de ces titres étaient relativement onéreux. Donc, on a un effet de limitation qui n'est pas seulement la capacité à répondre ou le fait de se sentir légitime à répondre à une enquête auto-administrée écrite, mais il y a aussi des freins, notamment du fait du coût de ces titres de presse et du fait de l'accès à ces titres de presse, en particulier les titres gratuits. Donc, pour moi, la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire une collecte en essayant d'échapper à cette contrainte qui était le lieu où l'enquête se déploie. Et donc, la réponse d'une enquête en ligne, elle semblait être une orientation intéressante. Le deuxième élément, c'était comment est-ce qu'on fait pour contacter un nombre de répondants suffisamment important pour justement collecter des trajectoires suffisamment nombreuses pour justement avoir non pas une enquête représentative, on va le voir, hein, on ne peut pas avoir des données représentatives, mais néanmoins une certaine robustesse dans l'enquête du fait du nombre de répondants. Et moi, c'était une limite qui était apparue, notamment dans les enquêtes en population générale. Par exemple, dans l'enquête ACSF de 1992, finalement, on compte sur plus de 20 000 répondants, uniquement 52 répondants qui se déclarent homosexuels. Donc, il y a un problème dans le traitement des données. On a un intervalle de confiance qui est extrêmement important et ça interroge effectivement sur les extrapolations qui ont pu être faites par la suite et le fait que ces enquêtes aient parfois servi parce qu'elles étaient des enquêtes en population générale avec un échantillon représentatif de la population, ont pu servir justement de données de cadrage statistiques pour des enquêtes, avec des affirmations comme celle-ci, par exemple, où on trouve cette idée que le milieu géographique compte aussi, les homosexuels ne sont que 3% dans les zones rurales, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans l'agglomération de Paris. Ils sont 15% parmi les hommes âgés de 35 à 39 ans vivant dans l'agglomération de Paris et ayant un niveau d'études supérieur, Bac+2. Donc vous imaginez, vous croisez à la fois une variable qui est le niveau de diplôme, la question de résidence, alors qu'en fait, vous avez un effectif de 52 répondants. Donc, ça interroge par rapport justement à la fiabilité de ces données et aux extrapolations possibles qui peuvent en être faites. Donc, pour moi, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on approche empiriquement les mobilités. Donc, l'idée, c'était, au-delà des mobilités, d'approcher aussi les pratiques, justement, des lieux de sociabilité. Approcher aussi les pratiques de visibilité, j'ai posé des questions sur le fait de se tenir par la main ou de s'embrasser publiquement, mais surtout les trajectoires migratoires et des trajectoires migratoires renseignées depuis la naissance de la personne jusqu'au moment où elle répond à l'enquête. L'objectif, c'était de recueillir un grand nombre de trajectoires et d'avoir un recrutement qui n'était pas localisé spatialement et d'essayer de toucher un grand nombre de personnes sans coût. Et ça me semblait être un point important parce que j'étais en thèse, je n'avais pas de budget recherche dédié. Et finalement, le fait de faire une enquête en ligne permettait justement de pouvoir assez facilement
faire cette enquête sans dépendre justement d'un institut de sondage pour la diffuser. Donc, il s'agissait d'une enquête exploratoire, non représentative. Elle est doublement non représentative, à la fois parce que la population concernée n'est pas recensée, donc elle n'est pas renseignée, on n'a pas d'échantillonnage possible, mais aussi parce qu'on n'a pas de représentativité concernant les trajectoires migratoires plus largement. Donc, il n'y a pas on peut faire des comparaisons entre études, mais il n'y a pas de représentativité du côté des trajectoires. Donc finalement, ce qui allait permettre de mieux cadrer l'enquête, c'était l'analyse des répondants, et je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi les comparaisons possibles avec d'autres enquêtes pour essayer d'appréhender à la fois quelles étaient les limites ou les spécificités de mon corpus et des répondants. Donc, essayer de voir sur la même population qu'est-ce qu'il en est, par exemple en reprenant les enquêtes Presse-Gay pour essayer d'avoir des éléments de comparaison ou des enquêtes sur les mobilités comme par exemple l'enquête Histoire de vie qui avait été conduite en 2003. Je vais vous donner maintenant à voir les répondants, enfin les caractéristiques de l'échantillon et puis vous expliquer un peu comment a été collecté, enfin comment les données ont été collectées. Donc, je suis rentrée en contact avec le magazine Tétu, qui à l'époque était un titre de presse très bien relayé nationalement et qui était vraiment le titre de référence, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ils ont accepté de diffuser ce questionnaire sur leur site avec tout un système de valorisation de l'enquête, avec des pop-up ou une présentation sur la page pour essayer d'inciter les personnes à se connecter sur l'enquête. Donc, de décembre 2006 à janvier 2007, pendant 2 mois, il y a eu la collecte des données. Elle a permis de recueillir 3587 questionnaires. Et ce qui était intéressant, c'est que derrière ces 3587 questionnaires, ça représentait au total plus de 16 000 étapes de trajectoire migratoire. Donc, on avait un corpus assez conséquent de lieux de résidence, de pays de résidence qui étaient renseignés. Et cette enquête a été suivie de questionnaires avec des questions ouvertes qui ont été envoyées en particulier aux répondants parisiens pour essayer de mieux appréhender de manière plus qualitative les trajectoires des répondants parisiens. Maintenant, si vous regardez les caractéristiques de l'échantillon. Vous voyez donc qu'il y a au total donc 5087 répondants, dont de 1952 qui vont se définir comme gays ou lesbiennes. La moyenne d'âge, elle est de 31 ans, ce qui est bien en dessous de la moyenne d'âge de la population générale. On a effectivement donc des répondants qui ont tendance à être jeunes, ce qui s'explique notamment par les modalités de collecte. Et on retrouve un biais important qui est présent dans les autres enquêtes, notamment dans les enquêtes Presse-Gay ou l'enquête de la NRS de 2004, c'est qu'on a plus de 80% des répondants qui ont un niveau bac ou cycle universitaire. Donc, on a un biais de sélection qui fait que ce sont les personnes qui sont le plus à l'aise avec l'écrit, avec ces modalités de recueil de données, les personnes qui se sentent le plus légitimes à répondre, qui ont tendance à répondre. Et donc, on exclut du champ de l'enquête des populations qui seraient moins dotées, notamment en capital scolaire. Du point de vue des modes de vie, on a 54% des répondants qui déclarent être seuls ou sans relation stable et 46% qui déclarent être en couple ou en relation stable. Maintenant, du point de vue des caractéristiques géographiques, je vais vous montrer la carte, donc la distribution spatiale des répondants. Ce qui est intéressant finalement dans cette carte, c'est que si vous connaissez un peu la structure et la hiérarchie urbaine de la France, c'est qu'en fait, ça ressemble très fortement justement à la carte des villes françaises et de la hiérarchie urbaine. Donc,
nous, quand on a commencé à analyser, à voir cette carte, on s'est dit finalement, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que on retrouve quand même des éléments de fiabilité qui sont relativement intéressants. Et en particulier, là, il y a quelque chose qui tend à nuancer justement cette idée qu'on aurait une répartition sur le territoire qui serait totalement déséquilibrée entre quelque chose qui serait Paris et la province. On a une répartition sur l'ensemble du territoire, même si évidemment, il y a des inégalités qui peuvent être marquées. Donc ça, c'est un premier élément intéressant et un élément intéressant peut-être pour justement collecter de la donnée en dehors d'un cadre de collecte qui est, lui, spatialisé. Quand on analyse justement la répartition spatiale et qu'on la compare avec d'autres données, notamment les données du recensement, donc les données nationales, on a effectivement des déséquilibres qui apparaissent, mais finalement, ça peut être nuancé aussi par des aspects qui sont des aspects méthodologiques sur lesquels je vais revenir. Donc, dans l'enquête que j'ai conduite, les personnes qui résident dans des communes rurales ne représentaient que 6% des répondants contre 25% de la population française. Ce qui est intéressant par rapport à ce 6%, ce qui permet un peu de le nuancer, c'est que les informations qu'on a demandées, c'était le code postal. Et en fait, en France, il y a un problème, notamment dans les communes rurales, c'est qu'on a parfois des codes postaux qui correspondent à plusieurs communes dont la taille n'est pas forcément la même. On a parfois des unités urbaines de 5000 habitants et parfois des communes rurales. Donc, c'est parfois difficile de savoir à quelle entité géographique rattacher l'information. Par ailleurs, on a eu aussi des informations qui parfois ont été mal renseignées et ne permettaient pas de retrouver la commune en question. C'est particulièrement vrai sur la partie où on a recueilli les trajectoires des personnes, même s'il y a un gros nettoyage de la base de données qui a été fait, puisqu'effectivement, il a fallu vérifier l'orthographe et les informations. On a parfois des homonymes sur un même territoire. Donc, il y a parfois des communes qui portent un nom de saint, Saint-Julien, etc. Et en fait, selon les départements où sont rattachés ces noms de communes, en fait, elles n'ont pas la même taille. Donc, parfois, on a des unités urbaines de 5000 à 9 999 habitants. Parfois, c'est des communes rurales. Donc, on a eu parfois du mal à classer les informations quand elles manquaient de précision. Néanmoins, cette nuance étant apportée, on a quand même effectivement plutôt une population qui va s'avérer urbaine avec un poids plus important de 24% des répondants qui résident à Paris contre 17% en population générale. Autre élément intéressant qui tient justement à la collecte en ligne, on a eu des répondants qui finalement n'habitaient pas en France et n'étaient pas résidents français. Donc on a eu quelques répondants belges, suisses qui n'étaient pas nés en France, mais on a aussi eu des personnes qui étaient nées en France et qui vivent à l'étranger. Donc, il a fallu essayer de distinguer les situations pour savoir qui on pouvait prendre en compte ou ne pas prendre en compte. Maintenant, si on regarde un peu les biais et les avantages de l'enquête, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, les biais de l'enquête, c'est qu'on a une surreprésentation des gays par rapport aux lesbiennes. Ils représentent 83% des répondants. C'est pas très étonnant par rapport au support qui a été choisi, puisqu'effectivement, quand bien même le magazine Têtu prétendait être le magazine des gays et des lesbiennes, de fait, au regard des couvertures et des contenus, il s'agissait d'un magazine qui s'adressait aux gays, et c'est normal que ça produise un effet sur la sélection, enfin un biais de sélection pour les répondantes.
Autre élément, on l'a vu, la moyenne d'âge, elle est de 31 ans. C'est équivalent aux autres enquêtes, mais on voit bien qu'on a une difficulté à sélectionner des populations plus âgées, alors même qu'on aurait besoin justement d'informations. Troisième biais, on l'a vu, c'est le niveau d'études. On a une surreprésentation des plus diplômés dans l'enquête. Parmi les avantages, je l'ai dit, mais ça me semble important, on a une absence de coût, un gain de temps très fort dans la collecte. On récupère des données sous format de tableau Excel et on a une qualité de la répartition spatiale et une quantité de réponses qui permet justement de mieux appréhender ces questions avec des données vraiment inédites. Les difficultés, et c'est un peu le contre-coup de l'absence de coût, c'est qu'il y a eu un gros travail de nettoyage de la base qui a été nécessaire, notamment pour reconstituer les trajectoires au regard des difficultés de renseignement que j'ai mentionnées et des problèmes de géoréférencement des données entre les tailles d'unités urbaines qui sont mises à disposition par l'INSEE et les informations dont on disposait, ce qui conduit à avoir des données manquantes et en particulier des données manquantes sur les communes qui sont en bas de la hiérarchie urbaine et que justement on aurait voulu aussi appréhender. Maintenant, je vais vous montrer quelques résultats. Le premier résultat qui a été intéressant, c'est que justement, ça a permis d'appréhender cette question de la fuite vers la ville, c'est-à-dire de se dire, bon ben voilà, finalement, qui sont les personnes, qui sont les répondants qui, à un moment donné de leur trajectoire, ont vécu à Paris. Donc, il ne s'agissait pas seulement de regarder au moment de l'enquête qui réside à Paris, mais plus largement, qui, à un moment donné dans sa trajectoire, déclarait avoir résidé à Paris. Et donc, l'intérêt, c'était d'essayer de regarder est-ce que ces personnes qui résident à Paris sont nées à Paris ou alors est-ce qu'elles ont eu une mobilité géographique? Et si elles ont eu une mobilité géographique, d'où venaient ces personnes? Donc, c'est ce que vous avez de représenté sur la carte avec effectivement un certain nombre de données manquantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Le résultat qui est intéressant et qui confirme un peu ce qu'intuitivement j'avais pu appréhender dans l'analyse des corpus, c'est que la transition urbaine est passée par là et qu'effectivement, la majorité des personnes qui viennent s'installer à Paris ne viennent pas de communes rurales, mais viennent majoritairement de villes, voire de grandes villes. Donc, les villes de 100 000 à 200 000 habitants contribuent à plus de 34% des répondants qui ont résidé à Paris. Et l'autre élément intéressant, c'est que dans 25% des cas, c'est des personnes qui viennent de l'agglomération parisienne. Donc, en fait, on a des mobilités qui ne sont pas de la province vers Paris, mais finalement au sein de l'espace francilien, entre des communes de banlieue et Paris intramuros. Donc ça, c'était un élément intéressant parce que ça a permis de visibiliser des situations qui étaient très peu prises en compte dans la littérature, à savoir des mobilités entre métropoles, grandes villes et aussi des mobilités intra-régionales au sein de l'agglomération parisienne, donc d'apporter un peu plus de complexité par rapport à des situations qui étaient envisagées par la littérature. Pour mes collègues géographes, finalement, c'est très classique. Donc, finalement, ça ne les a pas beaucoup surpris. Mais finalement, par rapport au champ des études enfin, des études gays et lesbiennes, c'est un élément qui était plutôt novateur et intéressant. Alors, par rapport à la question justement des localisations métropolitaines, il y a un élément qui est important à rappeler. Quand j'ai travaillé sur les structures commerciales et associatives sur le territoire français, ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, on a une inégale répartition des ressources, que ça soit associative ou commerciale. Et ça m'a intéressée parce que dans la littérature, il y avait cette idée que si on venait à Paris, c'est parce qu'en gros, la commune où on résidait, il n'y avait pas suffisamment, justement,
de structures disponibles, donc que ce soit des structures associatives, des bars, des espaces de rencontre, et qu'en gros, c'est la situation de pénurie qui conduisait à aller chercher ailleurs quelque chose. Or, si vous avez en tête la carte qu'on a vue tout à l'heure, vous voyez que parmi les métropoles qui contribuent, vous avez au nord Lille, vous avez donc ici vous avez Lille, vous allez avoir Nantes, Bordeaux et Lyon qui contribuent de manière importante et beaucoup moins des villes comme par exemple Marseille qui pourtant ont mauvaise réputation où la population locale est souvent présentée comme homophobe et la ville manquant justement d'aménité. C'est ce que montre cette carte, c'est qu'effectivement, si vous regardez le cas de Marseille, il y a un nombre de commerces qui est très inférieur à ce que laisserait présupposer la taille de la ville. Donc, on a une structure en termes d'armature commerciale qui est très en dessous de ce qui serait attendu au regard de la taille de la ville. Inversement, si vous prenez Lille, Nantes, Bordeaux ou même Lyon, on a plutôt des villes qui sont très bien dotées avec un dynamisme local plutôt important. Et donc, c'est assez intéressant de voir que loin d'être un élément qui va ancrer les populations dans un lieu ou au contraire amener à des mouvements migratoires, c'est plutôt l'inverse qu'on constate. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait l'idée peut-être qu'une socialisation à des pratiques commerciales urbaines, à justement des formes d'engagement associatif pourrait justement amener à vouloir s'installer à Paris, contrairement justement au cas de Marseille. Maintenant, je vais vous montrer un autre résultat qui était de se dire finalement, quand les personnes vont résider à Paris, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que par rapport à ce que montrent les données, ou finalement on regarde quand les gens sont à Paris, puis finalement après on ne s'y intéresse pas, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui résident à Paris? Est-ce qu'elles restent à Paris? Ou alors est-ce que finalement elles ont connu d'autres mobilités après leur passage à Paris? Et c'est ce que montre cette carte et ce tableau, c'est que finalement, un certain nombre de répondants ont des mobilités à la suite de leur passage à Paris. Et là aussi, les réponses sont intéressantes. Elles montrent que dans 34% des répondants qui ont résidé à Paris et qui repartent, c'est dans l'agglomération parisienne qu'ils vont avoir des mobilités. Donc là aussi, ça penche en faveur de l'idée de regarder à un échelon qui est l'échelon de l'agglomération parisienne, les mobilités des personnes et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont ces mobilités. Les personnes avaient la possibilité de donner trois raisons à leur mobilité. C'était des raisons professionnelles ou des raisons d'études, des raisons familiales ou autres raisons. Et ils avaient la possibilité de répondre librement, ce qui a permis de recueillir un certain nombre de réponses très intéressantes pour envisager des situations que j'avais pas du tout envisagé. Et je vous en donne deux exemples. Premier exemple, c'est les situations de personnes qui sont malades et qui ont des traitements un peu lourds. Et finalement, leur localisation géographique, elle est très liée à la nécessité d'être à proximité d'un centre de soins spécialisés qui puisse les prendre en charge. Et ça pèse fortement dans leur choix résidentiel, leur trajectoire. Et le deuxième élément auquel j'avais pas du tout pensé, qui est peu présent dans la littérature, c'est des cas de personnes qui, justement, parce que gays et lesbiennes, n'ayant pas de situation familiale ou de couple reconnu notamment par leur famille, se retrouvent en charge de leurs parents ou de membres de la fratrie. Et donc, on a comme ça des personnes qui sont venues s'installer à Paris ou dans des grandes villes, y étaient parfaitement épanouies, mais à un moment donné, vont devoir prendre en charge des parents vieillissants, éventuellement une sœur qui souffre d'une diminution de ses capacités. Et donc, il y a cette idée que parce que cette personne est perçue comme célibataire, se retrouve en charge avec un poids de famille à assurer. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu présent dans la littérature. C'est des configurations qui sont évidemment statistiquement rares, mais qui méritent d'être interrogées au regard de cette idée des liens familiaux et de qui assure
la charge, notamment des parents vieillissants et le travail de care. Je vous montre deux autres exemples. C'était d'où viennent les répondants nantais et où vont les répondants lyonnais. Et là aussi, c'est intéressant parce que pour des géographes, c'est ultra classique, hein. On voit qu'on a des tropismes locaux assez forts et qu'effectivement, il y a des logiques régionales de circulation et des logiques de circulation aussi entre les grandes villes, ce qui finalement, en termes de dynamique et de mobilité résidentielle, est assez classique, mais finalement, n'avait jamais été pensé comme pouvant être le cas des mobilités des gays et des lesbiennes. Elles étaient pensées a priori comme étant spécifiques. Je vous montre rapidement d'autres données. Donc, on a essayé de mettre en regard le lieu de résidence en fonction du lieu de naissance. Je vais peut-être vous montrer d'autres versions un peu simplifiées de ce graphique, là. Ouais. Non, je vais vous le montrer. En fait, ce que ce graphique montre et qui est intéressant, c'est que finalement, vous voyez que si on prend les personnes qui sont nées à Paris, vous voyez qu'en fait, on est presque à 50% de personnes qui vivent à Paris. Donc, qui montre aussi un ancrage fort. Et si on prend le cas des personnes qui sont nées, qui sont nées à Paris et qui vivent dans une commune rurale, c'est relativement marginal. Maintenant, si on prend le cas des personnes qui sont nées dans une commune rurale, vous voyez qu'il y a moins de 10% d'entre eux qui résident à Paris. Ils sont beaucoup plus nombreux à vivre dans le rural. Donc ça, c'est un élément intéressant qui montre que loin d'avoir des trajectoires qui seraient du rural vers Paris, on a finalement des trajectoires qui sont relativement cohérentes, où finalement, des personnes qui sont nées à Paris, qui sont nées en banlieue, qui sont nées dans des grandes villes vont résider dans des grandes villes ou dans l'agglomération parisienne. Et par contre, pour des personnes qui sont nées dans des villages, nées dans des milieux ruraux ou dans des petites villes, on reste relativement dans des circulations migratoires et des lieux de résidence qui sont plutôt en bas de l'échelle urbaine. Donc, loin d'avoir des espèces de mobilité qui seraient radicales entre le rural et Paris, on a finalement des choses qui sont plus contrastées. On retrouve cette idée-là aussi dans ce graphique, avec cette idée que la taille moyenne de la trajectoire selon le lieu de naissance, elle montre aussi des fortes cohérences. C'est-à-dire que des personnes qui sont nées à Paris vont avoir des trajectoires qui sont plutôt marquées dans des communes qui correspondent aux communes les plus densément peuplées. Et du côté du rural, on va avoir des personnes qui se situent plutôt dans le bas de la hiérarchie urbaine. Donc, on a des situations très contrastées qui, finalement, plutôt que d'être appréhendées entre Paris et la province, mériteraient davantage d'être appréhendées en termes de typologie de trajectoire. Je vais passer rapidement sur ce graphique-là. Donc, l'idée, c'était vraiment de regarder de mettre en regard la dernière résidence à partir de la première. Et on retrouve là aussi cette idée-là. On voit bien que les personnes qui ont grandi dans l'agglomération parisienne, eh bien, on va les retrouver aussi dans l'agglomération parisienne, et des personnes qui étaient dans des petites villes ou des communes rurales ont des trajectoires plus contrastées, mais ne vont pas nécessairement s'installer prioritairement à Paris. On peut les retrouver dans des grandes villes, dans des petites villes, mais pas nécessairement à Paris. Ce travail-là a permis d'établir une typologie des trajectoires. Donc, parmi les grands enseignements qu'on tire de cette enquête, la première, c'est qu'on a une grande diversité des trajectoires géographiques. La deuxième chose, c'est qu'en termes de typologie, on note
4 grands types de comportements migratoires. Premier type de comportement qui est peu présent dans la littérature, c'est des personnes qui ont un enracinement local très fort. C'est-à-dire c'est des personnes qui résident dans la commune où ils sont nés. Alors, une majorité de ces répondants, c'est un répondant sur 5, une majorité de ces répondants résident dans l'agglomération parisienne ou dans une grande ville. Mais on voit aussi des formes d'enracinement régional, comme par exemple dans le nord de la France, où là, très clairement, il y a des personnes qui ont un ancrage local très fort. Et dans le sud de la France, on trouve aussi des régions qui vont être très attractives et être finalement enfin, avoir pour effet un enracinement local très fort. Le deuxième élément, c'est que on a des formes de trajectoires qui vont être dans la circulation entre des villes moyennes et des grandes villes. C'est le cas d'un répondant sur 3. Un répondant sur 3, finalement, c'est les personnes qui ont plusieurs étapes résidentielles, mais toujours entre des villes moyennes ou des grandes villes. Jamais à Paris, mais jamais dans des petites villes, des villages ou des communes rurales. Dans un cas sur 10, on a des profils un peu atypiques que j'ai appelés nomadisme. En fait, c'est les personnes qui ont le plus d'étapes dans leur trajectoire migratoire, donc des personnes qui parfois ont plus de 10 changements résidentiels, voire 20 changements résidentiels. Et ces personnes, parfois, ils sont très nombreux dans cette catégorie, ont vécu à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui, à un moment donné, vont venir vivre à Paris, vont ensuite partir à l'étranger. Et au moment où ils vont venir, ne vont pas nécessairement se réinstaller à Paris, mais on sent qu'il y a un rapport au monde, à l'espace, à la circulation, qui est beaucoup plus vaste et où finalement, ce n'est pas les catégories d'espace qui importent, c'est parfois la qualité de vie ou les choix de vie. Et le dernier exemple, le dernier type qui est apparu, c'est des formes de circulation, mais finalement qui mettent en évidence aussi des âges spécifiques de la vie, où effectivement, c'est des personnes qui, au début de leur trajectoire, ont cette trajectoire qui ressemble à la fuite vers la ville. Donc, c'est des personnes qui vont aller vers la grande ville, vers des grandes villes ou vers Paris, mais à un moment donné, notamment vers 40 ans, au moment soit de forme de mise en couple, soit d'achat de résidences plus grandes, soit de choix de confort résidentiel, vont aller s'installer dans des grandes villes ou des villes moyennes, voire des communes rurales. Donc, on a presque une trajectoire migratoire en cloche qui invite vraiment à regarder, en fonction des âges de la vie, comment les personnes circulent. Et justement, je pense que c'est vraiment une invitation à aller regarder justement au moment de la retraite et plus tardivement, ce qui est un point aveugle dans beaucoup d'enquêtes, ce qui se passe, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent en termes de santé, de ressources, d'accès à un certain nombre d'aménités qui parfois ne sont pas pensées pour ces populations. Les facteurs de mobilité qui ont été mis en évidence, ils sont finalement extrêmement classiques, mais d'une certaine manière, c'est aussi lié à la structure de l'enquête. On retrouve la question de l'âge, la question du statut conjugal, le niveau des diplômes, qui vont fortement impacter les mobilités géographiques. Et donc, finalement, la question, c'est où sont les spécificités? Les spécificités, elles sont davantage visibles dans les pratiques quotidiennes. Donc, je ne vous ai pas parlé, enfin, juste un petit peu à un moment donné, je vous ai dit, j'ai interrogé les gens sur quels sont les lieux que vous fréquentez. Est-ce que est-ce que vous tenez votre partenaire par la main ou pas dans votre commune de résidence ou en dehors de votre commune de résidence, que dans les comportements migratoires. Donc, finalement, c'est plus à d'autres échelles qu'il faut penser la question peut-être de l'émancipation et du poids des contraintes normatives et pas forcément en termes de trajectoire. Finalement, ce qui va peser sur les trajectoires migratoires, c'est beaucoup des contraintes classiques qui sont liées à l'accès à l'emploi, qui sont liées aux contraintes liées au marché du logement, à des migrations qui ne sont pas toujours choisies, mais qui parfois peuvent être subies avec des populations qui sont parfois captives de leur environnement résidentiel. Et donc, si on veut penser la question de l'émancipation et des normes, c'est peut-être à une autre échelle qu'il faut la penser.
C'est à l'échelle du quartier, de la rue, du voisinage, du lieu de travail que l'on va voir justement opérer très fortement ces logiques à l'œuvre. Donc, penser à partir de trajectoires plutôt qu'à partir de deux variables qui seraient le lieu de naissance et le lieu de résidence me semble être particulièrement heuristique et ouvrir justement des pistes de recherche intéressantes. Et effectivement, ce n'est pas à partir de ces deux variables qu'on peut déduire la trajectoire résidentielle des personnes. C'est bien de savoir un peu qu'est-ce qui se passe entre le moment de la naissance et le moment où on recueille de l'information. Ça oblige aussi finalement à prendre en compte un registre élargi de pratiques et des pratiques qui ne sont pas statiques. Parce que très souvent dans la littérature, on va déduire du lieu de résidence les sociabilités des personnes et les ressources disponibles. Or, ce que l'enquête a montré, c'est que finalement, c'est bien l'accès à la mobilité et l'accessibilité qui va être plus déterminante que le lieu de résidence. Donc, des personnes qui ont des ressources économiques et qui ont une voiture, qui ont du temps libre, parcourent parfois de nombreux kilomètres pour justement aller vers des ressources qui font défaut dans leur commune de résidence. Donc, qui font parfois un arbitrage entre qualité du lieu de vie, qualité du lieu de résidence, et n'hésite pas, par exemple, pour les personnes qui habitent dans le sud de la France, à traverser la frontière et aller passer régulièrement le week-end à Barcelone ou à Toulouse. Donc, on a parfois une lecture qui est souvent très statique en fonction du lieu de résidence, sans voir de manière beaucoup plus large les circulations et les mobilités quotidiennes, les mobilités de loisirs, les réseaux relationnels, voire parfois, chez certaines personnes, des formes de multirésidence qui font que les potentialités sont souvent plus larges. Ça invite enfin à ne pas essentialiser les catégories spatiales, comme c'est parfois le cas où on a l'impression que la ville a des qualités intrinsèques a priori, mais à regarder de plus près les contextes locaux qui peuvent être extrêmement variés. Ça nous invite enfin à intégrer les expériences spatiales aussi dans la réflexivité de l'enquête, puisqu'il y a peu de chercheurs ou de chercheuses qui intègrent justement cette dimension-là dans leurs travaux. Souvent, on va davantage parler de notre genre, notre sexualité, etc., que du rapport qu'on entretient à la ville. Or, sur cette question-là, finalement, ça fait aussi partie de la réflexivité de l'enquête, mais aussi plus largement de la recherche. Et dernière chose, il m'a semblé aussi intéressant à travers ces enquêtes, peut-être d'ouvrir des questions éthiques, notamment sur la question des personnes qui sont interrogées et de peut-être essayer de faire l'effort de rendre accessible ce type d'enquête pour comprendre aussi des trajectoires qui sont souvent invisibilisées dans des enquêtes, justement pour pouvoir répondre à ces besoins. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'évidence de la fuite vers la ville. Ça a conduit, par exemple, quand les politiques de prévention ont été mises en place, à privilégier des lieux qui étaient les lieux de sociabilité, les lieux de sexualité gays, qui étaient dans les grandes villes en ignorant complètement des espaces, des petites villes et des espaces de faible densité qui finalement étaient un peu les points aveugles de la prévention, alors que là aussi, il y aurait eu des vrais besoins de politique de prévention. Donc, à partir du principe qu'en fait, parce que l'émancipation implique d'aller vers la grande ville, ça a conduit au moment où les politiques de prévention se mettaient en place à ignorer une grande partie du territoire et par là même à ignorer des populations qui auraient eu justement besoin de ces ressources. Dernière chose, non, mais je vais m'arrêter là. Après, je serai intervenue éventuellement sur la réception de l'enquête, mais comme j'ai été très bavarde, je vais peut-être vous laisser davantage la parole. Merci beaucoup pour votre attention.